Il a suffi d'une nuit sans lune pour que le calme se fende. 6 signaux anormaux, faibles en apparence, se sont alignés avec une régularité trop parfaite, annonçant qu'une pression pouvait s'installer sans bruit au-dessus du territoire. Et si ce décalage presque invisible, repéré d'abord par Ibrahim Traoré, révélait que le Burkina Faso était déjà mesuré plus qu'il ne le pensait, derrière ces traces ténues, un basculement se préparait. La promesse de cette histoire est simple: suivre, pas à pas, comment des indices jugés minuscules ont fini par imposer une réponse stratégique plus nette que les moyens disponibles ne le laissaient croire. Vous saurez reconnaître les signaux faibles avant qu'ils ne deviennent des ruptures irréversibles. L'enjeu dépasse un épisode technique. Quand un territoire laisse passer des anomalies discrètes sans les interpréter, il ouvre un couloir silencieux où l'influence extérieure s'installe sans résistance visible. Ici, tout commence par des interférences trop légères pour déclencher l'alarme, puis par une répétition méthodique qui transforme l'hypothèse en schéma. Ce glissement, du doute vers la certitude, est le cœur du récit. Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un héros de discours, mais comme un point de bascule, celui qui comprend que la souveraineté dépend d'abord de la capacité à relier des fragments, un détail, puis un autre, puis un troisième, jusqu'à former une trajectoire. Et si la menace la plus efficace était celle qui reste presque invisible, la ligne de base semblait stable près de 3 semaines, les signatures restaient autour de 1900 mètres, assez haut pour contourner les radars classiques, mais assez lisible pour des capteurs recalibrés. Puis, sans avertissement, un appareil descendit à 1500 mètres, et toute l'équation changea pour Ibrahim Traoré. Au début, les premières interférences auraient pu passer pour de simples variations nocturnes, trop discrètes pour justifier une alerte immédiate. Pourtant, leur cohérence naissante était déjà un signal stratégique. Une menace diffuse peut se construire sans choc, en avançant par petites touches jusqu'à remodeler un rapport de force entier. La première révélation sérieuse surgit presque par accident, lorsque des opérateurs relevèrent 6 signaux anormaux alignés sur une même trajectoire. Ce n'était plus une curiosité isolée. La répétition méthodique suggérait qu'un schéma se déployait dans le ciel, comme une main invisible traçant des couloirs d'une rigueur quasi géométrique. À partir de là, une chaîne de causes s'emboîta. Des avant-postes du nord, puis du centre, détectèrent des variations identiques. Les anomalies apparaissaient toujours dans des zones de convergence. Routes d'approvisionnement, points de surveillance, couloirs de passage où la moindre perturbation pouvait indiquer une intention extérieure. L'accumulation transforma les fragments en lecture, et cette lecture imposa une idée dérangeante. Ce qui semblait faible était précisément ce qui permettait de s'infiltrer sans déclencher de seuil officiel. Lorsque ces données atteignirent Ibrahim Traoré, il comprit que quelqu'un testait la réactivité du pays de manière progressive, ciblée, patiente. Les rapports, autrefois dispersés, formèrent une cohérence impossible à ignorer. Même lumière ténue, même rupture de fréquence, même trajectoire silencieuse décrite à Kaya, à Ouahigouya ou dans les vallées centrales. La discrétion devenait une méthode. Le ciel paraissait calme aux habitants, mais chaque silence portait l'empreinte d'un passage furtif. Le Burkina Faso n'était pas encore ouvertement frappé. Il était observé, évalué, mesuré. Et la question, dès lors, cessait d'être: que voit-on pour devenir: que prépare-t-on? Ce qui transforma ces signaux en récits cohérents ne fut pas une machine nouvelle, mais une chaîne humaine capable de relier des détails que personne ne voulait prendre au sérieux. Les premiers à structurer ce chaos naissant furent les opérateurs des postes avancés. Leurs observations, isolées au départ, devinrent une continuité.
Variations lumineuses, rupture de fréquence, trajectoire silencieuse traversant les vallées sahéliennes. À force de patience, ils cessèrent de noter des anomalies. Ils commencèrent à dessiner une logique. Un soldat du secteur de Kaya incarna ce basculement. 3 soirs de suite, il vit le même déplacement, à vitesse constante toujours, entre les mêmes collines. Sa première alerte fut négligée, mais la répétition transforma son signalement en indice solide, offrant un point d'ancrage au dispositif. Plus au sud, une équipe technique rapporta des micro-coupures brèves, semblant suivre un itinéraire précis, comme si une présence distante cartographiait les limites de la surveillance. Mis en parallèle, ces deux microcas montrèrent que des mouvements minimes pouvaient annoncer un virage stratégique. Les analystes rassemblèrent ensuite ces fragments. Chaque détail jugé insignifiant la semaine précédente devint un jalon. La menace n'apparaissait pas comme une percée spectaculaire, mais comme une séquence installée dans le temps, avançant sans jamais franchir une ligne suffisamment nette pour déclencher un réflexe officiel. C'est là que la lecture d'Ibrahim Traoré prit tout son sens. La souveraineté ne dépend pas seulement de moyens, mais d'une capacité à interpréter vite, ensemble et sans illusion. Rien n'était encore irréversible. Mais la fenêtre d'innocence, elle, était déjà fermée. En d'autres termes, les signaux faibles redessinent un pays. L'activation commença dans une stabilité presque inquiétante. Les semaines précédentes n'avaient en livré que des fragments. Une variation ici, une lueur là, une micro-rupture trop faible pour déclencher une alerte formelle. Puis, sans bruit, ces éléments franchirent une frontière invisible. Le Xavé diffus devint un papier structuré, et cette bascule silencieuse enclencha la première vraie phase du dispositif. La rupture tangible survint un soir où le vent du Sahel couvrait presque tout. Un opérateur, habitué aux perturbations ordinaires, nota une alternance nette dans la fréquence. Régulière, répétitive, un axe précis, trop propre pour être naturel. La réapparition méthodique piégea toute tentative d'explication atmosphérique. En quelques heures, les rapports se multiplièrent. Des lumières ténues apparurent dans plusieurs secteurs frontaliers. Les vitesses restaient constantes, trop constantes. Les trajectoires silencieuses se répétaient comme des essais calibrés. Les données convergèrent vers Ibrahim Traoré. Elles ne formaient pas une rumeur. Elles dessinaient un faisceau, cohérent, fermé, qui réduisait l'espace du doute. Le ciel cessait d'être neutre. Il devenait un milieu traversé par des machines cherchant à sonder, non à observer. L'escalade monta d'un cran après minuit. Un appareil inconnu traversa 3 zones en moins de 4 minutes. Sa trajectoire ne correspondait à aucun couloir enregistré. Les radars, pourtant récemment ajustés, peinèrent à le suivre. Cette incapacité momentanée n'était pas une simple faiblesse technique, elle révélait l'essentiel. L'intrusion n'était pas improvisée. Elle testait le calibrage, elle mesurait les marges, elle évaluait la réaction sous pression. Quelques heures plus tard, un second appareil réapparut dans une zone adjacente. Cette fois, l'altitude baissa volontairement, comme une tentative de contourner la détection renforcée. Le message implicite devenait plus dur. La phase d'exploration touchait à sa fin. Une phase plus intrusive s'ouvrait. Au commandement, le débat fut immédiat. Les moyens étaient limités. Pas de flotte sophistiquée, pas de brouillage avancé, pas de marge confortable. Mais il restait une ressource souvent sous-estimée, l'art d'adapter des systèmes vieillissants à un danger nouveau. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les équipes fusionnèrent les relais, consolidèrent les postes, tissèrent une continuité. Le territoire commença à fonctionner comme un réseau unique, au lieu d'une somme de points isolés. Puis vint le pic. 3 signatures identiques furent captées en moins de 10 minutes. Une simultanéité aussi nette ne pouvait être accidentelle.
Elle annonçait une opération coordonnée visant plusieurs zones stratégiques. À cet instant, la fenêtre d'hésitation se referma. Il fallait agir, même sans certitude totale, parce que la certitude arriverait trop tard. La réaction improvisée changea la dynamique. Les radars, recalibrés, montrèrent que les trajectoires formaient des cercles d'exploration autour d'infrastructures précises. Ce constat redessina la carte du risque. Les drones approchaient plus vite, mais leurs mouvements devenaient prévisibles. En reliant les postes, en fusionnant chaque fragment, le pays se transforma en système cohérent, capable d'encaisser un choc imminent. À partir de là, la séquence n'était plus un incident, c'était un basculement. Le ciel entrait dans une zone où aucune erreur n'était permise. La ligne de base était claire, des signatures stables à 1900 mètres, puis une chute à 1500 mètres, et le terrain d'analyse se transforma immédiatement. Cette bascule, lue par Ibrahim Traoré comme un delta tactique, imposa une discipline nouvelle. Désormais, chaque mesure devenait un indice, et chaque indice un morceau de stratégie. D'abord, l'altitude passe de 900 mètres à 1500 mètres. Pendant près de 3 semaines, les trajectoires se maintinrent autour de 1900 mètres. Cette hauteur n'était pas un hasard, suffisamment élevée pour contourner des radars classiques, mais encore visibles pour des capteurs récemment ajustés. La stabilité créait une illusion de contrôle. Lorsque l'un des appareils descendit soudainement à 1500 mètres, ce fut une rupture. La baisse réduisait la marge d'erreur pour l'intrus et augmentait sa visibilité, tout en ouvrant une autre possibilité: passer sous certaines fenêtres de détection en exploitant les angles morts. La logique devenait plus agressive, plus adaptative. En résumé, la baisse d'altitude cherchait à contourner une grille renforcée. Ensuite, la vitesse reste proche de 400 km, puis devient variable, comme calculé. La vitesse moyenne, proche de 400 km/h, resta homogène durant les premières incursions. Une vitesse constante suggère un protocole automatique, mais l'hypothèse s'effondra avec des accélérations brèves, des ralentissements irréguliers, des oscillations presque choisies. Une vitesse variable, surtout lorsqu'elle coïncide avec des tentatives de verrouillage radar, indique une adaptation en temps réel. En d'autres termes, un pilotage visant à éviter l'interception. Enfin, les trajectoires se répètent autour d'infrastructures précises. Les tracés, d'abord dispersés, formèrent des séquences répétitives autour de points définis. Les cercles se resserraient, les distances se répétaient, les intervalles revenaient comme un métronome. Une répétition aussi nette exclut l'errance. Elle traduit une volonté méthodique. Sonder un périmètre, cartographier une réaction, mesurer un seuil. Pour le dire simplement, des cercles répétés montrent une volonté de sonder des points névralgiques. Ces trois mesures dessinèrent une progression unique. L'adversaire adaptait ses tentatives aux réactions burkinabées. Face à cette interdépendance, les équipes réagirent par méthode plutôt que par agitation. Les fenêtres de détection furent recalées sur les deltas observés. Les postes du nord et du sud synchronisèrent leurs relevés afin de réduire les zones grises. Le pays passa ainsi d'une posture hésitante à une surveillance continue et disciplinée. Dans cette phase, Ibrahim Traoré ne tirait pas sa force d'une supériorité technique, mais d'une capacité à transformer des mesures en décisions. Chaque variation n'était plus une curiosité, elle devenait un rapprochement mesurable. Et un rapprochement mesurable, dans ce type de séquence, est déjà une pression. Deux lectures opposées se formèrent dès que les premières données consolidées furent mises en parallèle, et leur confrontation devint elle-même un outil de clarté. La première lecture, résolument confiante, soutenait que la neutralisation restait à portée. Pour ce camp, les chiffres parlaient en faveur du dispositif.
Altitudes identifiables, vitesse longtemps régulière, trajectoire répétitive. Si des machines révélèrent déjà leur schéma préférentiel, alors une surveillance synchronisée pouvait anticiper les essais suivants. Un réseau vieillissant, lorsqu'il est discipliné, peut capter des variations significatives. En détectant tôt, en reliant vite, en réduisant les délais, il peut perturber l'avantage de l'intrus. L'autre lecture, beaucoup plus critique, rappelait la fragilité structurelle de cette confiance. Selon ce camp, ce qui avait été observé jusqu'ici n'était peut-être qu'un prélude. Rien ne garantissait que des drones plus rapides, plus furtifs ou mieux pilotés ne puissent en franchir la défense nationale avec une efficacité supérieure. Les variations d'altitude et de vitesse seraient alors des ajustements tactiques mineurs. Le risque était clair: croire avoir compris l'adversaire alors qu'on n'en a vu que la version minimale. Pour dépasser ce clivage, les techniciens revinrent aux données brutes. Ils observèrent une interaction constante. Après chaque recalibrage radar, les trajectoires semblaient se modifier. Après chaque tentative d'interception, la vitesse devenait moins stable. Dès qu'un segment paraissait moins surveillé, les cercles revenaient. Cette relation directe livrait une information décisive. L'adversaire dépendait, au moins en partie, de la grille burkinabé pour affiner ses essais. Une technologie réellement supérieure n'aurait pas besoin de corriger aussi fréquemment ses paramètres. Ainsi, la conclusion la plus solide n'était ni l'optimisme total ni le pessimisme absolu, mais la reconnaissance d'une dynamique interdépendante. Le dispositif ne promet pas la perfection, mais il peut troubler une machine plus avancée en réduisant ses marges. Tout bascula en une minute. La triple signature captée presque simultanément fit comprendre que la phase d'observation était terminée. Jusque-là, les trajectoires semblaient dispersées, comme des essais séparés. Mais cette fois, les signaux se resserrèrent autour de zones stratégiques définies, avec une simultanéité trop nette pour être attribuée au hasard. Les recoupements provenant du nord et du centre révélèrent une convergence précise, comme si les appareils cherchaient à mesurer la réaction du pays face à une pression coordonnée. Ce n'était plus une succession de tests, c'était une répétition générale. La révélation modifia brutalement la lecture stratégique d'Ibrahim Traoré. Les données synchronisées montraient que le territoire n'était plus simplement surveillé, mais sondé en profondeur, segment par segment, comme si l'adversaire évaluait la solidité de chaque maillon du dispositif. La bascule était autant technique que psychologique. Le ciel cessait d'être un espace neutre. Il devenait un espace contesté, où chaque silence pouvait être une manœuvre. Ce moment charnière changeait tout. La menace n'était plus diffuse. Elle devenait tangible, active, structurée. Et à partir de cet instant, le temps ne jouait plus en faveur de l'hésitation. La convergence confirmée ne resta pas une donnée abstraite. Elle produisit presque immédiatement des effets concrets dans 4 sphères qui, ensemble, dessinent la capacité d'un pays à tenir dans la durée. À ce stade, Ibrahim Traoré comprit que l'enjeu n'était plus seulement de repérer des trajectoires, mais d'empêcher qu'une pression coordonnée ne transforme l'organisation intérieure du Burkina Faso en série de failles exploitables. D'abord, les institutions sont touchées. Le premier impact fut organisationnel. La synchronisation imparfaite entre certains relais révélait des délais dangereux. Chaque minute entre détection et transmission crée une zone grise, et une zone grise attire l'intrusion. Les équipes durent recentrer la coordination autour d'un noyau plus restreint, capable de diffuser des instructions sans distorsion. Cette centralisation réduisait le risque d'incohérence, mais elle mettait aussi en lumière une tension: dépendre d'infrastructures vieillissantes tout en exigeant une réactivité moderne. Une erreur locale pouvait désormais contaminer l'ensemble. Ensuite, les entreprises ressentent l'effet. Le second impact toucha les acteurs économiques, en particulier
ceux dont l'activité s'inscrit dans des corridors stratégiques. Les survols répétés, même discrets, suffisaient à modifier la perception du risque. Des perturbations de communication légères et brèves affectèrent les échanges internes. Rien de spectaculaire, mais l'effet cumulatif est lourd. Une industrie n'a pas besoin d'être frappée pour se sentir menacée. Il suffit qu'elle se sache observer. Cette pression obligea à renforcer les protocoles de continuité, à formaliser des routines de sauvegarde, à anticiper les interruptions comme une hypothèse durable. Puis, dans les zones rurales, l'impact est plus émotionnel. L'impact fut plus subtil mais plus émotionnel. Les habitants observèrent des lueurs inhabituelles. La répétition transforme l'étrange en inquiétude. Quand un phénomène revient sans explication, il devient un récit parallèle, et ce récit nourrit la rumeur. Les autorités durent élaborer des messages simples, informer sans alarmer, reconnaître sans amplifier. La pédagogie devint une protection, parce qu'un territoire peut se fragiliser autant par la peur que par l'intrusion. Enfin, les pays voisins sont concernés. Les couloirs suspects dépassaient les frontières nationales, suggérant que la dynamique ne visait pas uniquement le Burkina Faso. Cette prise de conscience amena les États limitrophes à envisager une coordination sécuritaire plus solide. Les discussions restaient discrètes, mais elles portaient une logique. Un ciel partagé produit des vulnérabilités partagées. Si la menace traverse les lignes, la réponse ne peut pas rester isolée. Réunies, ces conséquences montrent une chose. L'intrusion n'était plus un épisode technique. Elle redéfinissait la manière dont l'État se coordonne, dont l'économie se protège, dont la population interprète la nuit et dont la région pense sa souveraineté aérienne. Ibrahim Traoré lisait désormais ces effets comme une équation unique. Si la vigilance devient une architecture, alors chaque choix pèse dans la durée. Les 6 à 12 mois qui suivent une convergence aussi nette ouvrent un espace où l'incertitude n'est pas un brouillard, mais un ensemble de trajectoires possibles. Rien ne repose sur des spéculations gratuites. Chaque scénario découle des données observées, des adaptations engagées et des limites révélées. L'enjeu n'est pas de prédire, mais de se préparer sans se figer. Dans un scénario de base, la stabilisation se fait sous pression contenue. Le Burkina Faso poursuit l'ajustement progressif de son réseau de surveillance à partir des deltas relevés. Les seuils d'alerte se resserrent, la transmission devient plus rapide et les zones aveugles se réduisent par discipline interne. Les intrusions continuent, mais sans franchir un seuil d'escalade ouverte. La pression extérieure reste réelle, toutefois elle demeure contenue par une méthode qui s'affine. Le risque existe, mais il ne dicte pas tous les rythmes. Dans un scénario plus favorable, un effet régional réduit les espaces de manœuvre. Les États voisins prennent acte du caractère transfrontalier des couloirs observés. Même une coopération graduelle peut réduire les zones où l'intrusion se glisse. Échange de données non sensibles, coordination de fenêtres de détection, alignement de protocoles. La mutualisation n'a pas besoin d'être totale pour produire un effet. Il suffit qu'elle ferme quelques passages clés. Dans ce cas, les opérations clandestines deviennent plus coûteuses et plus risquées. Dans un scénario sévère, une escalade technologique sature les marges. Des acteurs extérieurs déploient des appareils plus rapides, plus discrets ou mieux pilotés. Les ajustements actuels deviennent insuffisants. Les mécanismes de surveillance restent utiles, mais leur marge se réduit. La pression peut se déplacer vers la coordination. Multiplication d'alertes, surcharge des relais, perturbation des communications stratégiques. Chaque retard, même minime, devient une faille structurelle. Le pays doit alors réallouer des ressources au détriment d'autres priorités. Dans les 3 trajectoires, une règle protège de l'erreur. Penser en horizons multiples.
L'urgence du présent ne doit pas effacer les options futures, mais l'anticipation ne doit pas paralyser l'action. La question décisive reste ouverte. Quelle part de préparation doit se faire aujourd'hui avant que le prochain delta n'impose ses propres conditions? Quand une crise naît dans des signaux techniques, elle finit toujours par descendre dans la vie des gens. Ce déplacement du radar vers le vécu crée des effets différents selon la place de chacun. Et c'est précisément là que la séquence devient durable, lorsqu'elle modifie non seulement les méthodes, mais aussi les perceptions. Ibrahim Traoré le comprend à travers une évidence simple. Un pays tient autant par sa cohésion intérieure que par ses capteurs. Pour les techniciens, opérateurs et relais locaux, la transformation est la plus directe. Ils deviennent les premiers garants d'une chaîne de souveraineté. Chaque relevé peut déclencher une décision. Leur routine se convertit en vigilance permanente. Leur premier besoin est donc un cadre stable, protocole simple, langage commun, retour d'informations rapide pour savoir que leurs observations comptent. Pour les étudiants, citadins et cadres régionaux, l'enjeu est la lisibilité. Lorsque l'information manque, la rumeur remplit l'espace. Lorsque l'information est confuse, la confiance s'érode. Ce public a besoin d'une continuité narrative, savoir ce qui change, pourquoi et dans quelle mesure cela affecte le quotidien. Deux gestes comptent ici: expliquer sans dramatiser et répéter les repères essentiels sans contradiction. Pour les habitants des localités éloignées, l'impact passe par les décisions plus que par les signaux. Ils ressentent les effets indirects: ajustement de communication, intervention ponctuelle, reconfiguration de certains relais. Leur attente principale réside dans la continuité des services essentiels. Pour eux, la stabilité dépend de la constance du soutien administratif. Une même crise produit donc trois sensibilités. Et si l'une se fracture, la pression extérieure trouve un appui intérieur. Comment alors maintenir une vigilance collective sans épuiser le pays? Après la convergence, il fallait une méthode durable, capable d'absorber une pression prolongée sans fragmenter l'autorité. Ibrahim Traoré plaça donc la continuité au centre du dispositif. Chaque étape devait être claire, mesurable et reliée aux autres comme une chaîne unique. D'abord, un centre de fusion des signaux, mis en place immédiatement. Les flux de surveillance sont regroupés dans un circuit unique. Les opérateurs transmettent en temps réel, sans dispersion. Le progrès se mesure au temps entre détection et décision, réduit progressivement. Moins d'intermédiaires signifie moins de distorsion et moins de latence. Ensuite, des fenêtres de détection recalibrées sur les deltas observés. Les techniciens ajustent les radars selon des plages, intégrant les variations d'altitude et de vitesse déjà constatées. Le travail se fait par paliers pour éviter la saturation. La mesure clé devient la capacité à détecter des anomalies fines sans explosion de faux positifs. Une sensibilité utile vaut plus qu'une sensibilité maximale. Puis, une transmission standardisée des anomalies. Les postes avancés adoptent un format strict: même terme, même seuil, champ de données. La standardisation supprime les divergences d'interprétation. L'efficacité se mesure par la disparition des incohérences et la hausse de la qualité des recoupements. En situation tendue, une information mal formulée est une perte stratégique. Enfin, une coopération régionale limitée mais structurée. Les États voisins partagent des données non sensibles sur les couloirs transfrontaliers. La collaboration reste prudente, mais elle élargit la couverture. Le progrès se mesure au nombre de zones frontalières surveillées simultanément et à la régularité des échanges. Ces étapes n'ajoutent pas de miracle technologique. Elles produisent une architecture de vigilance. Et une architecture, lorsqu'elle tient, rend la pression extérieure plus coûteuse à maintenir.
En revenant aux premières nuits, Ibrahim Traoré retrouve l'image du soldat de Kaya, debout, notant 3 soirs de suite la même trajectoire silencieuse. Un geste modeste, presque effacé, que personne n'avait d'abord pris pour un signal stratégique. Pourtant, c'est ce geste qui a servi de point d'ancrage. À partir de là, les fragments se sont assemblés. Micro-coupures brèves, variations ténues, répétitions trop régulières pour être fortuites. Ce qui paraissait insignifiant est devenu une charpente. Dans ce récit, la souveraineté ne naît pas d'une supériorité technique, mais d'une capacité collective à regarder longtemps, à relier vite, à ne pas mépriser les détails. Les relais, les collines, les couloirs aériens discrets dessinent une géographie intérieure, où chaque précision compte. Ceux qui ont su observer sans s'épuiser ont offert au pays une résistance que la technologie seule n'aurait pas garantie. Ibrahim Traoré comprend alors que la véritable force se trouve dans la continuité. Une nation se redéfinit quand elle apprend à lire ses propres signaux, au lieu de subir ceux des autres. Les signaux faibles décident des nuits futures. Et même si demain les trajectoires deviennent plus rapides, plus furtives, plus difficiles à suivre, la leçon demeure. Ce qui protège un territoire, c'est l'attention partagée, plus encore que le bruit des alarmes. Cette séquence ne raconte pas seulement une opération aérienne ni une série de réglages techniques. Elle montre comment un pays se transforme lorsqu'il apprend à lire ce qui le traverse et comment une vigilance collective peut naître de détails que beaucoup auraient laissé passer. L'essentiel n'est pas la peur, mais la méthode. Relier, interpréter, corriger, puis tenir dans la durée. Ibrahim Traoré n'apparaît pas ici comme une figure de slogan, mais comme le point où les fragments deviennent décision, où la dispersion devient cohérence. Mais ce mouvement ne dépend pas uniquement des institutions. Il dépend aussi de la manière dont le public comprend, questionne et partage ce qu'il perçoit. Une société qui voit clairement résiste mieux, même quand ses moyens sont limités. Une société qui s'écoute empêche l'incertitude de devenir panique. Et une société qui discute transforme un risque invisible en réalité lisible. Alors la question reste ouverte, et elle dépasse ce récit. Comment percevez-vous, vous aussi, les signes d'un changement qui s'installe sans bruit? Qu'est-ce qui, dans votre propre environnement, ressemble à un signal faible que l'on ignore trop longtemps? Votre regard peut prolonger cette vigilance et l'éclairer.